Gérald Darmanin qui était ce matin chez nos confrères de Radio Luxembourg et qui a parlé de narcotrafiquants et notamment de la sortie de cet homme de Vendin-le-Vieil qui est revenu le soir et qui avait effectivement, ça avait frappé l'opinion, qu'il puisse avoir une permission de sortie. Écoutez le ministre de la Justice. Il y a une décision de justice, moi je la respecte, c'est l'état de droit, un juge indépendant, malgré l'avis du parquet, malgré l'avis du chef d'établissement, a décidé de faire cette autorisation. Il faut respecter cette décision, c'est donc la loi qu'il faut changer, et je la changerai en janvier prochain, comme on l'a fait pour le terrorisme. On ne peut pas faire d'aménagement pour les personnes condamnées pour terrorisme, il faut qu'on fasse la même chose contre les narcotrafiquants. Quand on est dans les prisons de haute sécurité, on ne puisse pas, sauf exception, par exemple aller à l'enterrement de... quelqu'un qui est très très proche, et c'est tout à fait normal de respecter la tristesse du détenu. On ne peut pas avoir des permissions de sortie pour aller travailler quand on est dans les prisons de haute sécurité. Parce qu'on ne peut pas sortir de ces prisons de haute sécurité. Il y a des prisons qu'on a fait en 4 mois, où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de clé USB, et la pénitentiaire fait extrêmement bien son travail avec des gens extrêmement dangereux. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a un peu de bon sens qui arrive. Oui, mais enfin, il était temps. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que Gérald Darmanin, en ce moment, tout ce qu'il dit est vraiment très intéressant, très juste, souvent très subtil, et il permet de faire entendre sa voix contre, parfois en l'occurrence. Ah oui, mais moi je ne parlais pas de Gérald Darmanin, mais que ce juge autorise la sortie, Éric Nolot. Non pas en tant que tel, mais d'un détenu qui est considéré, qui est d'ailleurs un baron de la drogue, qui s'est déjà évadé au prix d'une opération violente, moi je trouve que ça devrait être interdit. Si vous êtes évadé une fois, surtout dans des circonstances violentes, ça devrait être réglé. Donc le bon sens a encore beaucoup de chemin à parcourir, il me semble. Oui, mais vous pouvez aussi voir cette attitude, alors évidemment je prends des précautions pour dire cela, comme une pierre dans le jardin de Gérald Darmanin, peut-être. C'est toute la question de l'aménagement des peines qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, il a un projet pour cela, M. Darmanin. Ça va au-delà de la simple permission de sortie. On a des peines qui sont aujourd'hui, on peut dire, dévitalisées. Vous vous rendez compte que ce trafiquant de drogue doit sortir en 2029 et qu'il est libérable tout de suite et que cette permission de sortir, c'est pour lui permettre de trouver un emploi et de sortir tout de suite. Voyez-vous ? Oui, mais puisque vous avez la parole... Il faut purger les peines. Oui, mais le juge d'application des peines, parce que finalement, on découvre un peu ça existe depuis très longtemps dans la magistrature française, mais il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est condamné à 25 ans... Non, mais quelqu'un qui est condamné à 25 ans, je prends un exemple volontairement excessif. Si il veut le faire sortir au bout de 12 ans, il peut le faire ? Il le peut. Il peut. Tout à fait. Il va détricoter ce qu'a fait une cour d'assises, tout seul dans son cabinet. Mais tout seul. Tout seul. C'est-à-dire qu'il peut... Là, l'exemple il a que je viens un pouvoir de citer... exorbitant. L'exemple que je viens de citer est possible. Le type du... Non seulement il est possible, mais il est quotidien. Bon, enfin, c'est la moitié de la peine. Mais c'est juste à la moitié. Vous enlevez automatiquement déjà 3 mois de réduction de peine par an. Il est seul ou c'est une décision collégiale ? Devant la cour, ce qui concerne les crimes, devant le tribunal d'application des peines, c'est collégial. Gérald Darmanin. Il faut supprimer ce poste. Mais ça existe dans toutes les justices du monde. Non, ce système aussi libéral, non, ça n'existe pas. Bon, et ça a été créé depuis la nuit des temps, le JAP. Moi, je serais favorable que le juge condamne, prononce la peine, et que l'administration pénitentiaire se charge de la faire exécuter, point barre. D'accord, mais quand on était, pas enfant, mais quand on était plus jeune, il y avait une série. Je crois que c'était Carlos qui jouait le chanteur, qui jouait le JAP. Donc c'est très... Puis on ne va pas se le cacher, cette fonction, elle est trustée, allez, je vais le dire. Cette fonction de JAP et de juge d'enfants est trustée par le syndicat de la magistrature. Clair, ils y vont, ils font carrière là-dedans. Parce qu'ils... Mais oui, mais c'est comme ça. Mais vraiment, ça se sait dans la magistrature. Mais oui, mais dites-le. Mais il le dit. C'est la première fois que vous le dites. Ces postes-là sont trustés précisément. Mais est-ce que le risque... Tu ouvres l'histoire, tu ouvres le capot, tu découvres le JAP, hop, la syndicat de la... En fait, ce pays, il faut tout remettre à plat. C'est foutu. Mais non, alors c'est foutu là. Oui, mais on va tout remettre à plat. Non, mais et puis il y a un autre scandale, c'est le scandale de l'emploi des gens qui sont réinsérés. Il y avait un papier dans le Figaro hier qui était absolument lumineux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous trouvez des entreprises bidons qui disent Monsieur Pro, vous sortez de prison, je vous embauche. En fait, vous n'allez jamais travailler dans cette entreprise. Et l'entreprise va quand même vous payer. Oui, parce que c'est une promesse d'embauche. Alors, vous allez quand même refiler en liquide de l'argent à l'employeur et avec un supplément pour que, évidemment, il ne soit pas de sa poche. Bref, vous êtes sorti au milieu de votre peine, vous continuez à vivre votre vie de malfrat. Eugénie Bastier. Non, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais j'imagine que ces réductions de peine ont été imaginées pour motiver les bons comportements en prison. Oui. Comment on fait pour motiver les gens à rester, à avoir un bon comportement en prison s'il n'y a pas cette réduction de peine ? C'est la question que je me pose. Oui, mais enfin, s'ils font leur peine, ils seront motivés pour ne pas recommencer. Oui.
Bon, c'est la lutte contre la récidive. C'est ça. Deuxième passage que je voulais vous faire écouter, et d'abord écoutez la mère d'Elias, puisque Gérald Darmanin a été sensible évidemment au témoignage de la mère d'Elias qui rapporte qu'elle a été insultée, ce qui est un truc absolument fou, par un magistrat. Donc écoutez la mère d'Elias. Pour les contacts que vous avez eus avec d'autres associations, comment vous ont-ils perçu? À quoi vous ont-ils renvoyé peut-être? C'était très violent. La première discussion, parce que j'avais besoin aussi de discuter avec des magistrats très naïvement, finalement, pour savoir si notre démarche de dialogue était saine et légitime. Ça a été très violent parce que j'ai entendu les mots vous partez en croisade contre les magistrats, vous êtes une victime écervelée et vous êtes populiste. Et ces mots ont été tenus à votre rencontre? Oui. Et face à ces mots, j'ai été déstabilisée, je le reconnais. Et donc, j'ai fait la démarche de rencontrer la direction de France Victimes. J'ai fait la démarche de rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy pour savoir si ma démarche était légitime ou non. Et M. Darmanin a voulu prendre la parole sur ce sujet. Écoutez-le. Si les faits sont prouvés, je saisirai le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats doivent non seulement devoir, avec beaucoup d'humilité, un accompagnement des personnes, des victimes, et madame, la maman d'Elias comme son papa sont des victimes de notre incurie à mal organiser la justice des mineurs. J'ai saisi moi-même l'inspection de la justice pour connaître exactement ce qui a mené. Alors il y a une enquête qui touche les meurtriers potentiels du jeune Elias. Mais par ailleurs, j'ai commandé une inspection et je l'ai rendue publique pour savoir qu'est-ce qui a déconné, pardon de ce terme, mais voilà, la justice, de manière générale, la puissance publique a déconné et nous devons changer les choses et je changerai les choses. Voilà quelqu'un qui fait de la politique, qui entend ce qui se passe, Gérald Darmanin, et ça fait vraiment un moment que toutes ces interventions vont dans le même sens et sont assez remarquables. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui, en plus, dit les choses. Donc, la première déconne, si je puis me permettre de prendre cette expression, c'est quand le gouvernement auquel, je dois le dire, appartenait, M. Darmanin, avait voté la césure du procès pénal pour les mineurs. C'est-à-dire que ceux qui ont assassiné Elias ont été jugés coupables, mais ont été remis en liberté parce qu'on ne pouvait pas les condamner le jour même. La première déconne, elle est politique et législative. Il fait entendre sa voix dans tous les domaines, lorsqu'il va voir le président Sarkozy à la santé, lorsqu'il intervient sur ces dossiers, lorsqu'on comprend qu'il n'est pas d'accord avec la politique aujourd'hui des magistrats, il fait entendre sa voix de manière très subtile, de manière très habile, et il a raison. Sauf qu'il n'a pas de majorité, alors on verra comment les choses vont se faire. Pas de majorité, bien sûr qu'il n'a pas de majorité. Il est loyal à un président qui est quand même aussi à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements. C'est aussi la limite qu'on peut mettre dans... Mais c'est pour ça que je parle d'habileté. Parce que c'est pas simple. Ah non. Il faut un peu de nuance. Ce qui ici est la base aux discussions, comme chacun sait. Bien évidemment. Bon, je vais me tourner vers Sabrina Berlin dans une seconde parce qu'on va écouter sur la fouille des prisons. Parce que c'est aujourd'hui, je crois, il y a une grande journée fouille des prisons. Ça a commencé hier soir à Nanterre. Nous y étions. On s'étonne d'ailleurs que ça ne soit pas régulier. En fait. C'est ça. C'est pas régulier, mais là, ça a une grande ampleur. Ça que ce soit annoncé en plus. T'as l'impression que c'est pas le marché de Noël, quoi. C'est juste la fouille des prisons. Écoute la radio. Il fouille les prisons. Oh, non, c'est pas vrai. Non, alors là, il y avait des ordinateurs pour ça. Voilà. Bon, mais moi, je pense qu'il faudrait privatiser les prisons. Je pense qu'on devrait arriver à ça. C'est-à-dire que vous mettriez des prisons, des super prisons, pourquoi pas. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Mais vraiment, que les prisonniers soient dans les meilleures conditions possibles, évidemment. Pourquoi pas avec un peu plus de mètres carrés, etc. Pourquoi pas. Mais ça a été fait, les PPE, les partenariats publics. Mais effectivement, avec impossibilité d'avoir ou le téléphone ou de la drogue, etc. Mais bon. Alors, personne ne veut une prison à côté de chez soi. Vous savez. Mais il y a des territoires. Écoutez, il y a des territoires en France où il n'y a personne à côté de personne. Donc, il faut mettre les prisons là où il n'y a personne. Non, mais ça dépend quand même d'une municipalité. Ça vient avec l'eau. Regardez même la réaction des. Écoutez ce que dit M. Darmanin sur la fouille des prisons. J'ai donné instruction
à l'ensemble de l'administration pénitentiaire et en lien avec les préfets de la République de faire des contrôles dans toutes les prisons d'ici le 31 décembre de façon massive. Ça n'avait jamais été fait comme cela. Ça veut dire que toutes les cellules seront fouillées d'ici le 31 décembre. C'est votre volonté? Exactement. C'est un enjeu national qu'il n'y ait pas de téléphone portable dans les prisons. Bien sûr, dans le terrorisme et le narcotrafic, on a vu que M. Abdeslam aurait pu préparer un attentat de sa prison. Je mets du conditionnel. On sait que de sa prison, on commande des assassinats à Marseille et ailleurs. Mais on a aussi dans nos prisons des gens qui sont condamnés pour violence conjugale et qui appellent leur ex-femme ou leur ex-petite copine pour les harceler. Tout ce qu'il dit là renvoie d'ailleurs à l'ancien ministre de la Justice, parce que M. Dupond-Moretti, plutôt qu'attaquer CNews, il aurait dû faire le job, manifestement qu'il ne faisait pas. Parce que c'est ça aussi en miroir que j'entends, ou en creux que j'entends dans ce que dit M. Darmanin. Alors on va voir le sujet fouille des prisons de Sarah Warni, et vous allez nous expliquer comment ça se passe, Sabrina. Dans les couloirs de cette prison, les équipes de l'ERIS se préparent à une fouille sans précédent. Visage masqué, munis de casque et d'un bouclier, ils pénètrent dans les cellules du quartier d'isolement. Pour cette opération coup de poing, les détenus sont mis à l'écart, pendant qu'une centaine de cellules sont entièrement fouillées, chacune pendant près d'1h30. Une fouille sous le regard du garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui assiste à l'intervention au plus près dans les cellules. Les équipes cynophiles sont à la recherche de stupéfiants, puis les équipes de l'Hérault entrent en action avec des outils innovants de détection d'objets électroniques. C'est une équipe spécifique de la direction interrégionale de Paris qui travaille sur des dimensions plus techniques pour la recherche des téléphones portables avec des appareils très nouveaux. Grâce au plan anti-portable, nous allons pouvoir doter beaucoup d'établissements pénitentiaires de dispositifs très nouveaux, très fins, qui nous permettent d'identifier l'ensemble des téléphones, y compris ceux éteints, y compris des cartes SIM qui ne seraient pas utilisées. L'an dernier, 80 000 téléphones portables ont été saisis. Une fouille qui porte ici déjà ses fruits. Là, vous avez 2 téléphones, des écouteurs et des médicaments. En tout, ce sont plusieurs téléphones portables, des stupéfiants, cartes SIM et des médicaments qui ont été découverts. Des saisies présentées au ministre de la Justice. Une balance de précision pour le chiffre. J'ai imprimé des substances illicites. Cette première fouille d'envergure lance l'opération Fouille XXL, qui sera déployée dans toutes les maisons d'arrêt d'ici la fin de l'année. Ce sont des images exclusives CNews, un tournage, et vous étiez présente durant ce tournage, Sabrina Birlin. À quelle heure vous êtes arrivée dans la prison de Nanterre? On y est arrivé vers 20h30 et ça a duré toute la nuit parce que vous pensez bien que les fouilles se sont faites l'une après l'autre. Toutes n'étaient pas en même temps, sinon une fouille d'une cellule dure à peu près 1h30. Ça s'est fait dans une grande discrétion. On a été avertis nous-mêmes journalistes au dernier moment pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas que les détenus se préparent, cachent et se passent le mot entre eux. Et donc on arrive, Gérald Darmanin est avec nous. Il y a un petit brief qui se fait en amont. Et puis les ERIS, ces équipes que vous voyez qui sont vraiment équipées, viennent très vite, vont dans les cellules, extraient les détenus, certains vont en promenade, ceux qui sont les plus dangereux, qui sont à l'isolement, on les met dans une autre salle, on vide les cellules, puis il y a les cynophiles, les équipes cynophiles, les chiens qui viennent pour d'abord détecter les stupéfiants, puis les Eros. Les Eros, c'est une unité qui est un petit peu spécifique, elle s'occupe vraiment de la sécurité de la prison. Ils ont beaucoup de technologies très avancées et puis ils peuvent retrouver comme ça des toutes petites SIM, détecter des cartes SIM, des téléphones, même lorsque les téléphones sont éteints. Donc tout ça dure à peu près 1h30 sur une cellule. Vous étiez présente dans les couloirs? On était au plus près, on était dans les couloirs. Vous avez vu, par exemple, les prisonniers sortir de leur cellule. Ils ne s'y attendaient pas. Il n'y a pas de mouvement dans ces cas-là, ou de rébellion, ou de colère. Tout le monde est très calme. Comment ça se passe? Ça parlait déjà quand on est arrivé, parce que ils communiquent toujours. Vous savez, quand on parlait de Nicolas Sarkozy qui était gêné par l'absence de silence, c'est vraiment ça. Les prisonniers communiquent toujours. Donc on entend tout le temps des cris en prison. Et à quelques minutes d'intervenir, on a entendu « Ah, il y a les ERIS, attention, attention, il y a les ERIS ». Ils ont dû entendre ça de l'extérieur, puisqu'une partie des détenus était déjà à la promenade. On rappelle ce que sont les ERIS, c'est des policiers qui interviennent uniquement... En fait, c'est une unité d'élite, si vous voulez, c'est un peu le GIGN de la prison. Voilà, pour expliquer les choses. C'est pour ça que les prisonniers connaissent le mot ERIS, parce qu'ils sont habitués... Et qu'ils les craignent, tout à fait. Et ils les craignent. Et ils les craignent. Ils n'interviennent que dans les prisons. Que dans les prisons, tout à fait, dans le milieu carcéral. D'accord. Et donc, ils les cintouillent devant nous, un par un. Et évidemment, donc ça ils sont surpris. Ça se passe calmement. De toute façon, ils n'ont pas tellement le choix, là, quand tu as vu les gens. 200 agents en tout, hier. Et il y a combien de prisonniers à Nanterre?
De mémoire, ils sont un peu moins de 1000 pour à peu près 600 cellules. Voilà, donc c'était combien ils sont colossal. par cellule, généralement? Alors, à l'isolement, ils sont seuls. Et dans les autres quartiers, hormis le quartier disciplinaire, ils sont deux par cellule. Ils ne sont pas en surpopulation carcérale. Là-bas aussi, ils le sont. Là, je vous donne les chiffres. Et vous êtes resté jusqu'à quelle heure dans cette resté jusqu'au bout de la nuit. Donc on est resté tard, minuit passé, évidemment. Et on attendait savoir le butin, le bilan de ces saisies. Il y avait 70 téléphones portables, il y avait de la drogue, il y avait des médicaments. Voilà, donc c'était des cartes SIM, beaucoup de cartes SIM. Donc 70, pour combien vous avez dit? Pour 200 cellules? 70 là, c'était à peu près une centaine de cellules, donc à peu près 200 détenus. Donc ça fait chaque cellule a son portable. Tous les prisonniers ont un portable. C'est presque ça. C'est la réalité aujourd'hui. Tous les détenus ont un portable, quasiment. Alors vous savez, lorsqu'il y a toutes les saisies ensemble et qu'on les filme... Ce que vous me dites est sidérant, j'ai du mal à y croire. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on est tous ensemble et qu'on voit les saisies, qu'il y a le garde des Sceaux qui passe, on entend toutes les sonneries de téléphone parce que ils reçoivent des appels en temps réel, en fait, ces prisonniers. Donc, on n'a que des sonneries de téléphone dans le bureau. Ils sont pas en mode vivre en plus. C'est déconcertant, voilà. Je vous assure, c'est une expérience. Alors, bravo à vous, bravo aux équipes de CNews, parce que je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et bravo au personnel pénitentiaire, vraiment, qui est brave, courageux. Moi, je les admire beaucoup. Vous avez pu échanger avec eux Oui. Écoutez, merci. C'était vraiment très intéressant d'écouter à la fois le ministre de la Justice et puis de voir ces images. Nous sommes sur CNews, nous sommes avec Eugénie Bastier, Georges Fenech, Olivier Delagarde, Éric Nolot, Thomas Bonnet et Fabien Bouglet, qui est expert en politique énergétique. Vous êtes un des spécialistes qui venait régulièrement sur ce plateau pour nous alerter. Et là, j'ai le grand racket. Qui sont les profiteurs? Énergie, transition et énergie. Et vous étiez venu au printemps, vous nous aviez expliqué ce drame absolu que nous vivons avec notre énergie. Et là, vous annoncez une hausse de l'électricité pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est sur la facture. Tout à fait. En fait, pourquoi ça va exploser? En fait, ce magazine Transition Énergie qui va sortir demain en kiosque annonce que, en réalité, on a eu une augmentation de 18% de la facture d'électricité entre 2023 et 2024 et 14,4% entre 2022 et 2023. Ça veut dire qu'on a eu une augmentation de 35% de la facture d'électricité depuis 2 ans. On s'en rend compte évidemment tous. Tout à est-ce fait. que c'était évitable? C'est ça qui m'intéresse. Bien sûr que c'est évitable, mais le problème, c'est que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, vient d'annoncer avant-hier qu'il allait promulguer la programmation pluriannuelle de l'énergie avant Noël. Donc je rappelle ce que c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est la politique énergétique qui va être fixée pour les prochaines années. Et avec toutes les personnes avec qui je travaille, les anciens de la filière énergétique, nous annonçons une multiplication par 2 de la facture d'électricité. Pascal Praud, je tiens à préciser, la facture d'électricité, et c'est ce qu'on a mentionné dans le magazine, a été multipliée par 2 depuis 10 ans et elle va être à nouveau multipliée par 2 si la politique énergétique du Premier ministre continue comme elle est aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi précisément? Il faut stopper le plus vite possible les subventions aux énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Aujourd'hui, la facture d'électricité des Français est totalement plombée par les subventions accordées aux exploitants éoliens et aux exploitants de panneaux solaires. Mais on le dit sans arrêt. On le dit sans arrêt, mais le problème, c'est que c'est un tabou et que vous avez de la désinformation sur le sujet. On a fait un article sur les désinformations et un fact-checking de tous les propos, par exemple, de Madame MacGregor, qui est la patronne de l'ancien Gaz de France, qui s'appelle aujourd'hui Engie. Et le problème, c'est que vous avez des informations qui sont erronées, qui sont diffusées pour faire croire aux Français qu'attention, ça n'est pas une augmentation d'électricité, c'est un sentiment d'augmentation d'électricité. Vous savez, on a connu ça sur d'autres thèmes. Franchement, c'est une honte, l'électricité. Bien sûr que c'est une honte. C'est une honte absolue. Oui. Mais il faut que les politiques montent au créneau. C'est d'autant plus une honte, Pascal Praud. Alors moi, je veux bien en parler tous les jours de ça. Mais bien sûr, mais c'est d'autant plus... tous les jours, je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème majeur. C'est que derrière, c'est le pouvoir d'achat des Français. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui souffrent et qui mettent la clé sous la porte. Et ce sont les industries. On a annoncé il y a quelques semaines le fait qu'une entreprise qui avait 500 ans d'existence était en train de mettre la clé sous la porte pour des questions de facture énergétique. Qui conteste ça? Alors, par exemple, Jordan Bardella, dans son livre, il parle d'un boulanger
qui est obligé de fermer à cause de la facture d'électricité. Mais qui conteste le plan politiquement de... Alors vous avez le Rassemblement National, l'UDR, les LR, c'est... Les LR, c'est scandaleux ce que font les LR sur ce sujet. Tout à fait, c'est un vrai problème. Rappelez-vous Jean-François Copé. Jean-François Copé, nous l'avons dit, nous en avons parlé. Au mois de juin, on en a parlé, on a dénoncé. Ils ont fait une tribune. Rappelez-vous, ils ont fait une tribune avec Bruno Taillot, Julien Aubert. Bien sûr, ils ont fait une tribune le jour de mon intervention chez vous, Pascal Praud, pour réagir. Mais le problème, c'est que les LR sont ambigus sur la situation. Vous avez également des centristes, je pense au sénateur Vincent Louot, qui est sénateur Horizon, qui s'est saisi du dossier. Donc vous avez dans d'autres partis politiques, notamment à Horizon ou au Modem, des personnalités individuelles qui agissent. Édouard Philippe, il est de quel camp? N'oubliez pas qu'il a fermé Fessenheim, hein, donc lui, il est dans le en même temps toujours. Il n'a pas clairement identifié sa ligne. Il faut que les hommes politiques, il faut que les hommes politiques, les députés, les sénateurs, se positionnent urgemment sur cette question. Parce que Sébastien, monsieur, j'ai une question. Est-ce que c'est purement idéologique ou est-ce qu'il y a des intérêts, des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, qui sont les profiteurs, et du lobby, voilà. Ou est-ce que c'est juste de l'idéologie? Il faut vous avez la Commission de régulation de l'énergie a publié un tableau que l'on reproduit dans le magazine, qui établit que les subventions au titre des énergies intermittentes, éoliennes, panneaux solaires, éoliennes en mer, biogaz, etc., ont augmenté de 2 milliards d'euros, soit 10 milliards d'euros en 2025. Le coût pour les Français est de 10 milliards d'euros de subventions aux exploitants éoliens, aux exploitants d'éoliens en mer, aux panneaux solaires. Ça ne sert à rien. Et il y a eu une augmentation de 2 milliards d'euros. Alors, Sébastien Lecornu vient de dire « je vais lancer un plan » pour stopper l'augmentation de la facture d'électricité. Mais le plan, il est très simple. Tant que l'on continuera à subventionner les éoliennes et les panneaux solaires, il y aura une augmentation inéluctable de la facture d'électricité des Français. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des subventions accordées aux exploitants éoliens. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire des frais considérables de raccordement des réseaux de ces énergies intermittentes. Et tout ça, ça pèse sur la facture d'électricité. Mais en Allemagne, les Allemands ont décidé de freiner la facture énergétique pour les industries, pour sauver les industries. C'est même pire. Ils ont décidé de subventionner. Pourquoi on ne le fait pas, nous? Non, parce que ce serait une catastrophe. Parce que ils ont dit, on va baisser le coût et on va subventionner. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va être les contribuables allemands qui vont payer la compensation de la baisse de la facture d'électricité. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment dangereux. Ce que je vous propose, c'est vraiment qu'une fois par semaine, vous venez. Je suis tout à fait d'accord pour venir. C'est le scandale absolu français. Il faut arrêter les subventions pour l'éolien qui ne servent à rien. Voilà. Tout à fait. Ça vous va? Et vous savez qu'on va avoir... Ça ne sert à rien. C'est l'argent des Français. Stop. C'est stop. Et on va avoir les éoliennes en mer, stop. Et là, il faut monter au créneau. C'est aux Français de monter au créneau. D'autant que Pascal Praud, vous venez de le dire à l'instant, le blackout en Espagne, on va avoir les conclusions. André Merlin a fait un article dans le magazine qui sort demain qui explique que les blackouts espagnols est dû en grande partie aux énergies solaires et aux panneaux et aux éoliennes. Ça coûte cher, ça marche pas, c'est laid, ça fait beaucoup. Et déstabiliser le réseau espagnol, et que si le second effet, parce que ça c'est très important, Pascal Praud, il y a la partie financière sur la facture d'électricité, mais on a aussi un risque, et on le voit aujourd'hui alors qu'on a des grands froids, c'est qu'on a un risque absolu de blackout, de coupure d'électricité. On a une insécurité électrique majeure du fait de la déstabilisation du réseau, parce qu'on a une énergie aujourd'hui qui est basée sur le nucléaire et l'hydroélectricité, mais quand vous mettez des énergies intermittentes qui font comme ça sans arrêt, vous déstabilisez le réseau. Alors, je suis prudent évidemment sur ce qui s'est passé en Espagne. Je remarque, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de flou où on ne veut pas dire. Voilà, parce que oui, moi je suis tellement méfiant et défiant là-dessus, parce que comme ça ne sert pas l'idéologie. Je suis très défiant là-dessus. En tout cas, les LR, faut leur poser la question. Monsieur, Édouard Philippe, faut lui poser la question. Modem, Horizon, faut qu'ils leur poser leur question, parce qu'effectivement, je parle pas de Jean-François Copé, bien évidemment, on connaît sa position et c'est pas forcément la meilleure, mais il faut effectivement mener ce combat, parce que c'est l'argent des Français et ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien. Et moi, je conjure le Premier ministre Sébastien Lecornu de ne pas publier la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle était fixée. On va en parler tous les jours. Merci beaucoup, Pascal Praud. Il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, non mais c'est vraiment le scandale français. L'énergie, moi... La commission d'enquête sur le nucléaire, rappelez-vous. Moi, j'écoute sur ces sujets Henri Proglio. Voilà. J'écoute les patrons d'EDF. J'écoute ces gens-là. Saboter la filière. Voilà, j'écoute ces gens-là qui sont des professionnels et qui sont tous sur notre position. Absolument. Voilà, stop à l'éolienne qui ne sert à rien. En tout cas, stop aux subventions. Et alors que la consommation d'électricité a tendance à baisser. Olivier de Lagarde. Merci Fabien Bouglet. Merci beaucoup Pascal Praud. Et je rappelle, énergie, transition et énergie, le grand racket, où sont les profiteurs? Qui sort en kiosque que demain. Écoutez, vous avez raison de faire votre pub, parce que si vous parlez pas de nous... jamais. Alors je précise, Pascal Praud, c'est fini. qu'on envoie le magazine à tous les députés et tous les sénateurs et à 1300 grands dirigeants pour leur expliquer. Ça, c'est très important. Bon, hier soir, donc au Dôme de Paris, il y avait la soirée Face à vous. Et elle était retransmise donc sur CNews Prime. Face à vous pour de vrai, un événement réunissant intellectuels, journalistes, responsables politiques pour un débat sans filtre autour des grands enjeux qui traversent la France aujourd'hui. Vous y étiez, je vous ai écouté. Bon, c'était d'ailleurs très intéressant. Alors vous aviez un échange avec Sarah Knafo. Bon, vous pensez que c'est foutu, mais vous dites ça, mais au fond vous espérez quand même. Alors que peut-être ça ne l'est pas, mais il y a une chose que vous avez dit qui est juste, c'est que au fond maintenant les gens ne s'intéressent qu'à eux et vont essayer de se sauver. Moi, c'est ce que je perçois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une angoisse existentielle telle qu'il y a un mouvement collectif. Il y a beaucoup de Français, je ne peux pas évaluer, mais je pense malheureusement que c'est une majorité qui pense qu'il faut accepter notre déclin et qu'il y a une dernière chose à faire, c'est se sauver soi-même et sauver ses enfants. Ce qui est pas nul, se sauver soi-même et sauver ses enfants. Mais tant qu'il n'y aura pas une majorité de Français pour éprouver une angoisse existentielle quant à l'existence même de la France, je pense que c'est foutu. Voilà. Alors, Harmonie Comines était là hier, c'est la veuve du gendarme Comines. Il y avait des prises de parole, évidemment, qui ont été à la fois parfois émouvantes, instructives, et je vous propose de l'écouter. C'est au Dôme de Paris avec 4500 personnes. Mais il y avait un monde fou et surtout une ferveur du public qui était incroyable. Vous y étiez également, Georges ? Oui. On a l'impression d'être dans une cathédrale. Je vous assure, il y avait une ferveur incroyable. Écoutez Harmonie Comines. Comment peut-on expliquer qu'un multirécidiviste soit en totale liberté aujourd'hui? Il agit impunément. Il enlève une vie puisqu'il a décidé ainsi. Et tout va bien. Que je rappelle rapidement, c'est un multirécidiviste avec un titre de séjour. Et il lui a fallu arriver à sa 9e ou sa 10e peine, donc condamnation, pour qu'il puisse faire 3 mois de prison. 3 mois. Voilà. Successivement, il a accumulé amende avec sursis. Je ne savais même pas que ça existait. Et je vous dirai de vous à moi à quoi ça sert. Travail d'intérêt général, rappel à la loi. Pensez-vous qu'une personne multirécidiviste, considérée comme dangereuse, va cesser ses agissements simplement avec un rappel à la loi? J'en arrive à cette réflexion, car si la justice, l'État français, avaient fait leur travail, non pas par un principe d'économie, mais par un principe de sécurité nationale, mon mari serait encore vivant. Et je ne serais pas là ce soir. Harmonie Comines, parole très forte. Elle a été très applaudie. Hier, quand elle est arrivée sur scène, elle a été très applaudie. Vous étiez également présent ? J'étais là et c'était vraiment très fort parce que c'était un moment particulièrement de communion, je crois, de soutien de la part du public pour cette femme. Ce qui est assez intéressant et ce à quoi on assiste depuis ces dernières années, c'est un peu une rébellion des victimes, que ce soit la mère d'Elias, que ce soit cette femme, que ce soit Claire Géronimi qui s'est fait violer par un OQTF et qui prend la parole. C'est vraiment une évolution assez récente parce qu'autrefois c'était plutôt la marche blanche, la discrétion des victimes ou alors le discours « vous n'aurez pas ma haine », etc. Là on voit qu'il y a une évolution et que les victimes prennent la parole et je crois que c'est vraiment un grand changement dans le débat public français. Quitte à se faire traiter de décérébré. Je fais juste une petite parenthèse sur la marche blanche. Ouais. Amine Kessassi a défilé dimanche. Samedi. À Marseille. Où étaient les rappeurs ? Où étaient les personnalités vendus à des aides-mafias. Où étaient les rappeurs ? Où était-il pour soutenir Amine Kessassi ? Mais vous avez raison, vous savez qu'il y a un rappeur marseillais qui a été visé par la DZ Mafia. Où étaient les personnalités importantes qui parfois défilent contre
contre pourquoi pas quelques partis politiques ou qui prennent la parole, comme on le voit aujourd'hui contre quelques partis politiques. Ça aurait de la gueule. Et là, c'est vraiment risqué, surtout. Ça aurait de la gueule si, par exemple, où est Monsieur Soprano ? Il est Marseillais. Donc quand on est capable d'aller au stade Vélodrome et de mettre 70 000 personnes au stade Vélodrome régulièrement, qu'il n'y ait que 6 000 personnes dans les rues de Marseille, alors que sans doute tout Marseille est solidaire d'Amin Kidassi, mais les gens ont peur. Donc ils ne sont pas descendus. Et où sont-ils, toutes ces belles âmes et ces belles voix ? Ça aurait vraiment... Moi j'aurais aimé voir Monsieur Joule, Monsieur Soprano et toutes ces personnalités qui prennent la parole, qu'on a entendues régulièrement, etc. Voilà le combat. Mais là, c'est dangereux. C'est dangereux pour soi. Mais c'est pas seulement dangereux, c'est que maintenant, les liens entre le rap et le grand banditisme sont largement documentés. Oui, alors j'irai pas sur ce terrain-là. Il y a un livre qui est sorti à la rentrée, L'Empire. Non, mais les personnes que j'ai citées, je ne les soupçonne pas. Arrêtez. SCH, qui est un des rappeurs les plus connus, qui est marseillais, a été visé, un membre de son entourage a été visé par balle par la DZ Mafia. Non, mais vraiment, il y a une histoire de racket. Mais là, alors raqueter, c'est autre chose. Écoutez, ils sont pas complices. Tout un livre. Non, mais consacré à ce sujet, je le sors pas de ma tête. En tout cas, moi, je voudrais que ces gens, c'est bien beau de signer des pétitions ou de s'engager quand il n'y a aucun risque, c'est bien facile. Ils sont menacés. Mais de s'engager quand il y a un risque, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont fait ça en 40, en fait. Et ils sont partis pour Londres. Et puis il y en a d'autres qui sont restés. Mais l'assassinat de M. Kessassi n'avait pas d'autre but, c'est de dissuader ces gens de... Bon, je fais juste cette petite parenthèse. On retourne au Dôme de Paris. C'était donc une soirée organisée par le Journal du Dimanche. Les grandes voix du JDD, de CNews et d'Europe étaient là. Sarah Knafo, je l'ai dit, Eric Nolot était invité, Claire Géronimi, la ministre Aurore Berger était là également. Une table ronde face à Claire Géronimi, justement. Exactement. C'est passé moyennement. Un peu chahuté, hein. Un peu chahuté, oui. C'est Aurore Berger. Oui, mais je l'ai croisé à la sortie. Elle n'avait pas l'air d'avoir apprécié. Oui, et on peut dire, parce qu'il se trouve que j'animais cette table ronde, on peut dire que c'est jamais une bonne idée de huer quelqu'un. On peut être en désaccord avec les idées, on peut être hostile à une politique. Huer une personnalité politique, c'est jamais une bonne idée. Voilà. Mais oui, mais c'est de faire passer le message hier. Après, voilà, le public. Non, mais vous avez raison, mais c'est intéressant parce que alors il y a beaucoup de gens qui en ont assez en fait aujourd'hui en France et qui ont le sentiment que c'est enfumage et bavardage. Je le disais tout à l'heure sur les ordonnances. On sait comment ça va se terminer. Vous montrez pendant un Parlement pendant 70 jours qui fait c'est du travail qui ne sert à rien. Donc c'est ça. C'est-à-dire que Monsieur Lecornu qui nous a dit il fera pas de 49.3 mais il va le faire en ordonnance, c'est pire. Donc tu dévalorises la fonction, tu dévalorises le Parlement, tu dévalorises la politique et après tu t'étonnes que les gens vont voter pour d'autres personnes parce que toi-même tu ne respectes pas la politique. Donc, on va dire qu'Aurore Berger a eu le courage quand même d'aller face à un mais je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En même temps, pour relativiser, moi j'ai quand même rencontré beaucoup de personnes qui sont désireuses de parler plutôt que de huer. Et c'est ça qui est impressionnant, la volonté de dialoguer avec les uns et les autres. Autre passage, donc, hier soir que je voulais vous faire écouter, et c'est le passage d'Éric Zemmour. J'ai constaté au cours de ma campagne présidentielle qu'il y avait une fraternisation entre une jeunesse juive et une jeunesse catholique. Et je me suis dit que c'était, et protestante évidemment, mais je me suis dit que c'était nouveau. Et que dans l'histoire de France, il y avait eu souvent des affrontements, des incompréhensions, des persécutions, des ressentiments entre ces jeunesses juives et catholiques. Aujourd'hui, nous avons un danger commun qui est l'islamisation du pays et que nous devons nous coaliser, les juifs, les chrétiens, mais aussi tous ceux qui veulent défendre l'identité de ce pays qui est une identité chrétienne. Et là-dedans, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a de tout. Simplement, l'important, c'est de vouloir défendre l'identité chrétienne. Je rappelle que c'était diffusé hier sur CNews Prime qui a commencé à diffuser ces dernières heures. Ça vous emmène au cœur des événements, les directs, les punchlines, les coulisses. Toute la journée, vous pouvez retrouver ces immanquables de l'actu, la chaîne 100% digitale, et elle est disponible sur le site, sur l'appli CNews, sur vos télés. Sur Canal+, c'est 178 182, et sur Orange, par exemple, c'est 226, mais vous pouvez voir, évidemment, sur les autres box